présentera beaucoup plus en détail tout à l'heure, est spécialiste international du coworking. La soirée sera également co-animée avec Ludovic Arnold, fondateur de l'espace coworking à la matrice de Saint-Brieuc. Je remercie la présence de M. Alloyer, directeur du département informatique et des nouvelles technologies à la ville de Saint-Brieuc, et de Mme Lopez, responsable environnement informatique et des nouvelles technologies à la ville de Saint-Brieuc. Bref, définition du coworking, qui sera plus détaillée. C'est un type d'organisation du travail qui regroupe deux notions, un espace de travail partagé, mais aussi un réseau de travailleurs encourageant l'échange et l'ouverture. Le coworking se développe rapidement sur l'ensemble de la planète. On en compte, il me semble, à ce jour 700 à peu près. Plus que ça? Dans le monde? Oui, beaucoup plus. On a produit 4000. 4000, d'accord. Voilà, écoutez, je vous laisse développer dans cette conférence et on en terminera peut-être par parler des chambres avec la salle. Voilà, bonne soirée à tous. Merci beaucoup Madame Gondin. Merci de m'accueillir dans cette belle ville de Saint-Brieuc, qui me donne l'occasion de revenir en Bretagne où je me suis plus venu depuis très longtemps à mon grand désarroi. Et donc merci de me donner cette opportunité de revenir un petit peu revisiter cette belle région. Merci aussi de m'accueillir, merci de votre intérêt aussi pour cette thématique que je trouve passionnante, mais je pense qu'il l'est de façon générale. Donc l'intitulé de la conférence sera comment le coworking préfigure l'avenir du monde du travail, tout simplement parce que ce qui se passe aujourd'hui dans les presque 4000 espaces de coworking qui sont pas... Non, mais il n'y a pas de souci, ça progresse très vite. Ce qui se passe dans ces espaces-là, clairement, est une espèce de fenêtre sur les modes de travail, les modes d'organisation, les valeurs qui vont petit à petit dominer probablement dans le monde du travail de façon générale dans les années qui viennent. Alors ça ne va pas se passer du jour au lendemain, clairement, mais clairement on est sur un horizon de 10-20 ans. Brièvement, Mme Gondin m'a déjà présenté, donc mon nom c'est Jean-Luc Vuard, je suis... alors ce qui me rend légitime pour parler du coworking, c'est peut-être que depuis 5 ans on organise la conférence européenne sur le coworking. Donc on l'a organisé à Bruxelles, à Barcelone. Cette année ce sera à Lisbonne, fin novembre, donc vous êtes bien sûr les bienvenus. Donc ça nous donnait quelque part l'occasion de nous constituer une espèce de promontoire pour observer l'évolution de ce monde du coworking qui a progressé de façon phénoménale au cours des 5 dernières années. D'ailleurs, je me propose de vous en toucher 2 mots à l'instant. Donc la présentation d'aujourd'hui va être divisée en trois chapitres principaux. Donc je vais vous parler de la genèse justement de ce mouvement du coworking, dont vous avez un digne représentant ou des dignes représentants ici à Saint-Brieuc. Vous faites partie de ces villes privilégiées aujourd'hui où le coworking a pris racine et se développe et permet de structurer l'écosystème local. Donc merci à Ludovic aussi de m'avoir fait visiter l'espace tout à l'heure. Ensuite, pour recadrer, prendre un petit peu un pas de recul par rapport à ce qui explique cette évolution et pourquoi justement le coworking est peut-être plus un symptôme qu'un résultat de ce qui est en train de se passer. Je vais vous parler de ce que j'appelle moi le triomphe du peer-to-peer, de l'économie peer-to-peer. Peer-to-peer qu'on connaît de l'époque Napster, vous vous rappelez, en début des années 2000, cette plateforme d'échange de musique entre pairs, entre internautes. En fait, Napster, c'était également que la préfiguration de quelque chose d'énorme qui allait se passer et qui est en train de se passer aujourd'hui grâce à Internet. Et puis ensuite, justement, en mêlant les deux éléments, essayer de vous convaincre, ou en tout cas de vous montrer, de tenter de démontrer que ce qui se passe justement dans le monde coworking, je crois qu'il y a 2 personnes qui essaient de rentrer mais qui ne sont pas réussi. Donc ce qui s'est passé dans le monde aujourd'hui du coworking et avec le développement du peer-to-peer, ça montre quelque part, ça montre même certainement que le modèle coworking est en fait
sans doute un des modèles, pas le modèle, mais un des modèles qui va se donner à voir dans la plupart des organisations demain. Donc que votre entreprise demain, elle ressemblera peut-être, même presque certainement, à un espace de coworking. La genèse d'abord. Donc la genèse du monde coworking. L'image est un petit peu floue, c'est peut-être à cause de moi, je ne sais pas. Donc, voilà, donc on parlait de la matrice, donc l'espace de coworking de Saint-Brieuc. Là, c'est la matrice de l'univers coworking, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est un espace qui s'appelle Citizen Space. Les historiens du coworking, oui, ça existe déjà, s'accordent à dire que le mouvement coworking a démarré dans cet entrepôt, ce qui était au fait un entrepôt au départ, autour de 2005. Donc ce sont des développeurs basés à San Francisco, puisque l'espace est à San Francisco, qui se sont dit, voilà, plutôt que de travailler chez soi, sur notre canapé, ne voir personne, pourquoi est-ce qu'on se réunirait pas dans un espace commun pour travailler ensemble, chacun sur nos activités respectives, mais puisqu'aujourd'hui la technologie nous permet, voilà, créer un espace et allons travailler là. Et tout simplement, le principe du coworking est né, puisque qui aujourd'hui, ici dans la salle, ne connaît pas le principe du coworking? C'est peut-être la question que j'aurais dû poser en premier. Tout le monde connaît? Ok, parfait. Donc, en gros, pour résumer, le coworking, un espace de coworking, c'est un espace de travail partagé où des personnes viennent travailler au même endroit, mais chacun sur leurs activités respectives. Et effectivement, découle de cela des rencontres, des échanges, même si le rôle premier d'un espace de coworking, comme le dit son nom, c'est de travailler. Donc on n'est pas là pour échanger d'abord, on est d'abord là pour travailler, mais il se trouve que le fait de se mettre dans un tel endroit pour travailler, créer spontanément, permet de se mettre au milieu d'un environnement où les rencontres se produisent forcément. Donc pourquoi est-ce que le coworking, ça a l'air d'une idée tellement simple? Pourquoi est-ce que c'est pas apparu avant? Alors, c'est amusant de voir quand on parle de coworking, évidemment, ça m'arrive souvent d'être en contact avec des gens qui me disent « Ah oui, le coworking, je connais, je fais du coworking depuis 50 ans. » Et là, on sourit un petit peu parce que donc, le coworking depuis longtemps ça implique qu'on puisse travailler de n'importe où, avec des outils, et donc si le coworking n'est pas apparu plus tôt, c'est simplement parce que la technologie ne le permettait pas. Et donc la technologie, rappelez-vous, il y a 20 ans, c'était ça. Donc travailler sur un ordinateur, on avait une grosse tour, un gros clavier, un écran très lourd, et donc pour se balader à gauche et à droite, ça nécessitait un petit peu d'organisation. Donc forcément, faire du coworking aujourd'hui, alors sauf si effectivement on pense que travailler dans une bibliothèque c'est du coworking ou sur autre chose, on peut éventuellement discuter de l'idée, mais disons que comme on l'entend, c'est plutôt travailler sur un ordinateur portable avec une connexion sans fil et son téléphone portable à côté de soi. Et donc ça, cette technologie-là, elle est vraiment disponible depuis une quinzaine d'années, pas plus. Et donc c'est ce point de départ-là qui a permis à un moment donné de se dire qu'on pouvait commencer à considérer un univers de travail, un environnement de travail de façon différente. Et donc, progressivement, ça a l'air évident aujourd'hui, mais encore une fois, rappelez-vous, en 1998, en 1999, très peu de personnes travaillaient encore de cette façon-là, travailler dans un café, travailler sur un ordinateur portable avec une connexion Internet de n'importe où. Il y avait quelques commerciaux qui avaient un ordinateur portable qui coûtait 3 fois plus cher qu'une tour, vous vous rappelez. Donc, on n'avait pas tous encore de téléphone portable. Moi, je me souviens, mon premier téléphone portable, c'était en 1998. Et encore, j'étais pas le premier, mais j'étais loin d'être le dernier aussi. Donc, en autant de temps, la démocratisation des outils de travail, le nomadisme que ça nous a permis, a bouleversé, justement, a ouvert des portes béantes sur toute une série de changements dont on ne voit encore que l'amorce aujourd'hui. Alors, je vous ai parlé de Citizen Space, c'était le premier, assez rapidement d'autres espaces sont apparus, mais ces espaces, souvent ils ressemblaient à ça. Donc, des tables,
des tables de récupération, des tréteaux, un bâtiment ou un local qui ressemblait parfois plus à une vieille maison des jeunes, un petit peu décrépie, etc. Mais ça suffisait. Hein. Donc, à partir du moment où vous avez du chauffage, une connexion Internet, un endroit pour vous asseoir, ben, ça suffit, on peut travailler. Et la communauté, quelque part, se développe totalement le lieu où on se trouve est moins important que les gens avec qui on travaille. Et ça, c'est un des éléments fondamentaux du coworking aujourd'hui, c'est que les gens, on peut tous travailler de sa cuisine, on peut tous travailler dans le hall de gare, on peut tous travailler n'importe où, mais pourtant, les coworkers qui sont ici devant nous, ou d'autres, se disent je suis prêt à faire une demi-heure de trajet pour aller travailler dans un endroit où je vais sentir une âme, où je vais me retrouver avec des gens avec qui je me sens bien, et au-delà encore de gens avec qui je me sens bien, des gens qui spontanément, de façon naturelle, vont m'apporter peut-être un conseil, une recommandation, un regard sur ce que je suis en train de faire, et parfois, alors là c'est le Graal, hein, ça débouche sur des collaborations. Ludovic mentionnait le cas de coworkers qui avaient fait des devis en commun, ils ne se connaissaient pas avant. Enfin, c'est des choses qu'on voit naturellement naître, des espèces d'assemblages qui se créent naturellement dans des espaces de coworking et qui, encore une fois, se produisent simplement parce que les personnes qui s'y trouvent font la démarche personnelle de se déplacer, font l'effort de venir travailler à cet endroit parce qu'ils y trouvent quelque chose qui leur parle et qui leur apporte définitivement une valeur ajoutée. Alors progressivement, les espaces se sont structurés. Là, c'était un espace à Bruxelles, il a disparu depuis, puisque forcément, comme toute nouvelle industrie, les pionniers sont souvent aussi les plus fragiles. Mais voilà, on a vu des espaces apparaître avec des modèles d'organisation, enfin de dispositions, etc., qui sont assez originaux, donc souvent très organiques, qui favorisent la rencontre. Là, c'était le hub à Bruxelles. Donc le hub est une des chaînes, entre guillemets, d'espaces de coworking qui est la plus répandue dans le monde. Il y a plus de 60 espaces hub dans le monde aujourd'hui. Il y en a 3 à San Francisco, 3 à Londres. En France, il y en a à Paris. Il y a d'autres. Oui, à Nice, je pense qu'il y a des projets aussi, à Florence en Italie, enfin partout. D'autres espaces sont encore apparus, avec devenus un petit peu plus professionnels, avec un look and feel plus étudié. D'autres espaces, on a carrément étudié le design, les couleurs. Donc petit à petit, on voit apparaître des espaces de coworking qui répondent donc à cette fonction de base de permettre aux gens de travailler n'importe où, mais en plus qui, par leur manière d'être, par le design intérieur, le soin qu'on prête à l'aménagement de l'espace, donc se sont créés une vraie identité, une vraie dynamique interne, et qui sont surtout devenus des points de fixation pour les communautés locales. Donc on va en parler encore après, mais c'est un élément absolument fondamental aujourd'hui qu'on voit dans le monde du coworking, et qui explique en partie son succès, et l'intérêt qu'il suscite de la part de toute une série d'acteurs, c'est que assez naturellement, dans des espaces locaux, comme à Saint-Brieuc ou comme à Namur, d'où je viens, on a un espace aussi, on a un espace à Bruxelles, un espace à Namur. Les espaces de coworking deviennent les points de fixation où les communautés d'innovateurs, d'entrepreneurs, de personnes qui partagent des valeurs communes, des gens qui ont envie de créer quelque chose, ou des gens passionnés par rapport au monde digital, mais pas seulement, aussi par rapport à des questions liées au développement durable ou autres, mais se fixent. Quelque part, ça se cristallise, et à partir duquel des dynamiques nouvelles se développent dans toute une série de directions. Et donc, aujourd'hui, on voit beaucoup d'acteurs, on en parlera tout à l'heure, mais donc pouvoir public, mais aussi des entreprises qui à un moment donné se disent un espace de coworking, ça me permet d'entrer en contact avec des communautés, de supporter des communautés, de développer des communautés internes, et de développer ces communautés internes et de les mettre en association, en connexion avec d'autres communautés externes. Et donc, on a coutume de dire clairement aujourd'hui qu'un espace de coworking aujourd'hui, c'est la transposition physique de ce qui se passe sur un réseau social. Et donc ça aussi, c'est une dimension fondamentale et qui explique l'essor des espaces de coworking aujourd'hui. C'est le fait que la culture numérique qui se développe depuis une quinzaine d'années
en ligne forcément, ben aujourd'hui elle trouve à sa transposition dans le monde réel, dans le monde physique. Et l'espace de coworking, ben c'est globalement, on pourra en parler je pense tout à l'heure avec Ludovic, mais les dynamiques qu'on constate ou qu'on observe dans les espaces de coworking, elles sont très semblables à celles qu'on voit sur des réseaux sociaux. C'est-à-dire que vous pouvez entrer dans un espace, travailler dans un espace, vous êtes là depuis un quart d'heure ou une demi-heure, et directement discuter et entrer en relation avec les gens qui sont autour de vous, même si vous ne les connaissez pas. Tout simplement parce que le message induit, ou intuitivement, le message non verbal que vous envoyez en étant présent dans l'espace de coworking, c'est de dire je suis accessible, je suis disponible pour entrer en relation avec vous, parce que sinon je ne serais pas là, tout simplement. Et donc les relations et les liens se créent de façon très spontanée, très rapide, entre les personnes, comme sur un réseau social, que ce soit Facebook ou un groupe sur LinkedIn, ou un groupe sur Viadeo ou autre. Simplement le fait d'adhérer à ce groupe ou à cette plateforme fait qu'à un moment donné, je me comporte de façon je me rends beaucoup plus accessible que ce que je ne serais si j'étais simplement là en sortant d'ici, je m'installais dans un restaurant, dans un café, où là les barrières sociales et culturelles font qu'à un moment donné, on manque beaucoup plus difficilement l'interaction avec les uns avec les autres. Et ça, c'est une grande force, clairement, aussi du coworking. Et donc, au fur et à mesure du temps, puisque je vous disais, Citizen Space c'est 2005, on est en 2014, ça fait presque 9 ans, on voit un pic. Alors, c'est très intéressant, et ça, c'est la chance qu'on a en organisant cette conférence européenne, c'est qu'on voit un petit peu ce qui se passe un peu dans tous les pays. Et alors, le rythme de développement du coworking dans les pays n'est pas identique. Donc, on voit que certains pays sont clairement en avance par rapport à d'autres. C'est tout simplement lié souvent à l'existence ou non d'un groupe de personnalités qui stimulent l'écosystème et la dynamique locale. Mais aujourd'hui, en Europe, les États-Unis sont le pays où ça s'est développé plus rapidement, mais pas avec une avance telle. Donc un des pays où ça s'est développé plus vite, c'est l'Allemagne. Et aujourd'hui, les pays où ça accélère, on voit le développement, vraiment une accélération du développement des espaces de coworking, c'est clairement l'Espagne, c'est le pays numéro 1 au niveau coworking aujourd'hui. La France, donc depuis 1 an et demi, on voit, on en parlait encore tout à l'heure, un développement, une accélération véritable de l'écosystème coworking en France, avec beaucoup d'implications des opérateurs publics d'ailleurs. Un autre pays, plus récemment, les derniers mois, on voit que ça s'accélère considérablement, c'est le Royaume-Uni et l'Italie. Donc ça, on peut en très résumé, très grossièrement résumer un petit peu ce qui se passe aujourd'hui dans le monde coworking. C'est dans ces pays-là que ça bouge le plus. Alors, je vous montrais les espaces, je vous montrais les premiers modèles d'espaces de coworking un petit peu improvisés qu'on a vu apparaître au fur et à mesure. Mais aux États-Unis, même à Londres, les espaces de coworking commencent à ressembler à ça. Donc, professionnalisation, des espaces beaucoup plus grands, donc véritablement avec des marques. Ici, c'est un espace qui s'appelle Grind, c'est à New York. Mais ils ont aujourd'hui des espaces à Chicago, ils ont ouvert un deuxième espace à Manhattan, ils ont des projets pour en ouvrir ailleurs. Il y a des chaînes, entre guillemets, des marques d'espaces de coworking qui ont même une quinzaine d'espaces. Ici, c'est un espace qui s'appelle Talent Garden en Italie, où ils soignent beaucoup le design aussi de leur espace. Ils ont 7 espaces en Italie. Si ça vous dit, ils viendront parler justement à Lisbonne lors de notre conférence Coworking Europe. Ce qui est intéressant d'ailleurs avec Talent Garden, c'est qu'ils se développent dans des villes plutôt de taille moyenne, donc des villes plutôt des chefs-lieux de province en Italie, et pas nécessairement dans les grandes métropoles, ce qui est relativement original de leur part. Et eux, c'est un espace de coworking, mais c'est surtout aussi un opérateur qui développe beaucoup de services en termes d'accompagnement, de développement de start-up, de développement de projets entrepreneuriaux. Donc c'est aussi cette dimension de l'espace de coworking qui est plus que simplement un lieu de travail, mais véritablement un acteur de structuration des écosystèmes locaux, jusqu'au point de pouvoir offrir toute une série de services complémentaires. Ça, c'est un espace à Moscou. Ça, c'était le projet, mais l'espace existe aujourd'hui. J'ai eu la chance de le visiter. Donc ça, c'est tout un étage dans un immense building qui est un peu en périphérie de Moscou. Et le but,
c'est je pense que l'ensemble de l'immeuble fasse partie quelque part du projet total. Donc en dessous, il y a une salle d'événement où ils peuvent accueillir 500 personnes, enfin, pas en gradin, mais avec des chaises, donc c'est assez. C'est pas quelque chose de très luxueux, mais qui à force commence à prendre de l'ampleur. Et ce type de projet, je vous en montrerai, mais je pourrais vous en montrer 20. Alors, on parlait de l'écosystème local du coworking, mais c'est aussi les espaces de coworking qui se mettent en réseau les uns avec les autres aujourd'hui. Ma présence ici, peut-être l'illustre en partie. Ça, c'est la conférence coworking qui s'est tenue, je pense, en 2010 ou 2011 aux États-Unis. Vous voyez, donc il y avait 80 participants, je crois, pas plus. Ce qui était déjà pas mal à l'époque, mais ça c'est 3 ans plus tard. Barcelone, on était 320, 40 pays. Donc à Lisbonne, on sera sans doute encore plus. Et tous ces espaces de coworking se mettent en relation les uns avec les autres aujourd'hui. Donc vous voyez qu'au-delà de la structuration de l'écosystème local, ce qu'on voit ou ce qu'on pense, c'est que les espaces de coworking tendent à devenir des sortes d'ambassadeurs de la culture numérique dans la plupart des villes européennes et des villes du monde. Puisque dans les 40 pays que je mentionnais, on avait beaucoup de pays européens bien sûr, mais on avait beaucoup de participants qui venaient d'Amérique du Sud et d'Asie. Donc on a eu des gens qui venaient du Japon, de Chine, de Taïwan. On espère avoir comme orateur à Lisbonne un représentant du réseau coworking en Thaïlande, qui est très dynamique. Donc véritablement, quand on parle d'explosion du mouvement coworking, c'est une réalité et c'est global. Donc ça répond à toute une série. C'est là où, dans la deuxième partie de l'exposé, j'essaierai de vous montrer que ce qui se passe dans le modèle coworking, c'est le reflet d'une tendance, enfin d'un mouvement de fond qui est encore plus profond. Donc les espaces se structurent aussi par pays. Donc il y a des réseaux qui se créent. Là c'est en Croatie, donc il y a un réseau d'espaces de coworking en Croatie, mais c'est en Espagne, on commence à voir ça. Donc, je ne sais pas si vous pouvez suivre. Donc il y a un groupe Coworking France qui existe sur Google où il y a pas mal de discussions. Le week-end dernier, on avait la conférence Coworking Belgique qui s'est tenue. La conférence Coworking Allemagne s'est tenue, je crois, de mémoire en février. Donc aussi, vous avez le réseau se met en relation et les connexions s'opèrent entre toutes ces communautés. Alors imaginez le nombre de personnes que ça peut représenter si on les additionne. Le nombre d'espaces de coworking en France, je pense qu'il y en a plusieurs centaines aujourd'hui. On est autour de 200. En Belgique, il y en a une quarantaine. En Allemagne, il y a un peu plus de 206. En Espagne, on est à plus de 400. Aux États-Unis, je crois qu'on est à 1200, quelque chose comme ça. Donc, et c'est au point que, là c'est un exemple au Canada, que ces mises en relation débouchent parfois sur des projets communs. Alors là, donc ça se passe dans la province d'Ontario. Les espaces de coworking sont mis en relation, ils ont fait un partenariat avec une compagnie d'assurance pour offrir une police d'assurance santé aux membres de l'espace de coworking. C'est un service additionnel offert par les espaces de coworking. Là, dans le modèle aussi, on voit qu'un modèle d'espace de coworking, un espace de coworking aujourd'hui, au-delà des services de base, connexion Wi-Fi, une place de travail, une animation de communauté, puisque évidemment c'est le lieu propice pour organiser des événements, des meet-up et ce genre de choses. Un espace de coworking, ça peut être aussi un point de développement, une espèce de socle pour développer toute une série d'autres services. Et là, il n'y a pas encore, c'est un exemple encore relativement exceptionnel, mais on pourrait très bien imaginer que demain, beaucoup d'autres types de services puissent utiliser l'espace de coworking comme canal pour atteindre ce type de public particulier qu'on trouve de plus en plus dans les espaces de coworking ou à travers les espaces de coworking, c'est-à-dire les entrepreneurs, les innovateurs, les digital friendly, les personnes qui sont justement aujourd'hui à l'aise avec les technologies digitales et qui développent justement leur activité en exploitant au maximum toutes les opportunités, les possibilités offertes par le digital, donc avec les possibilités de faire des choses
énormes, bien plus considérables que si on essaie de faire les choses de façon traditionnelle. Brick and mortar, comme on dit en anglais, donc avec des briques et du mortier. Click and mortar, ça permet d'aller beaucoup plus loin. Donc là, voilà, je mentionne déjà un certain nombre de chiffres. La carte n'est pas à jour, mais donc on estime en Europe aujourd'hui qu'il y a plus ou moins 1600 espaces de coworking en activité. Donc c'est la définition stricte coworking. Je m'explique, on a pas mal d'opérateurs qui parfois se définissent comme espaces de coworking, mais de façon un petit peu abusive, en tout cas pour les puristes du coworking, comme on espère l'être un petit peu. Donc un espace, donc parfois on a pas mal de confusion, on assiste à pas mal de confusion. Donc une entreprise qui va dire voilà, je partage mes bureaux avec une autre entreprise, va dire je fais du coworking. Non, la définition pour nous du coworking, c'est plutôt un open space, ou en tout cas une partie d'open space, avec une formule d'abonnement flexible ou fixe, qui permet justement d'avoir une accessibilité beaucoup plus grande qu'un bureau classique où ce sont les mêmes personnes qui sont assises l'une à côté de l'autre tout le temps et dans lequel il n'y a pas de passage. Donc c'est une définition qui vaut ce qu'elle vaut, elle n'est pas parfaite, mais elle permet d'un petit peu quand même identifier plus clairement ce dont on parle. Et donc dans ce cadre, dans cette définition, on peut estimer effectivement plus ou moins 1600 espaces de coworking en Europe. Alors, ce qu'on voit se développer très fort, et sans doute c'est une très bonne chose, c'est ce qu'on appelle les espaces de coworking hybrides. Qu'est-ce que c'est? Ce sont par exemple des centres d'affaires, ça peut être des centres d'affaires, ça peut être des incubateurs, ça peut être d'autres choses, mais où à côté de l'activité traditionnelle de location de bureaux ou d'occupation de bureaux, de mise à disposition de lieux de travail fermés, on voit apparaître justement une couche coworking qui permet de traîner du monde, faire circuler du monde, créer une communauté autour de ça. Et donc vous, ceux qui sont familiers justement des espaces de coworking, un des grands défis souvent pour des espaces de coworking qui sont seulement open space, c'est que les membres qui grandissent, ou les startups qui grandissent, se sentent parfois assez vite à l'étroit. Donc si vous êtes une ou deux personnes, il n'y a pas de souci pour travailler dans un espace de coworking ouvert, mais quand vous commencez à devenir 4, 5, ça commence à devenir un peu compliqué parce que vous êtes une espèce de réunion permanente, ça peut déranger les choses, et en même temps vous n'avez pas toute la latitude pour vous étendre, ou alors à un moment donné vous êtes tellement énorme dans l'espace de coworking que vous dénaturez un petit peu l'espace de coworking, et les autres membres se sont un petit peu les invités de votre entreprise. Et donc les espaces qui ont la chance d'avoir assez de surface, ont parfois des espaces, des bureaux un peu plus isolés, voire fermés, pour permettre à ces entreprises de migrer vers ces espaces-là. Parce que la plupart de ces startups sont souvent déchirées parce qu'elles ont envie de rester dans l'espace, parce qu'elles se sentent bien dans la communauté, elles aiment la dynamique, etc. Mais opérationnellement, ça devient compliqué. Et donc, ça leur permet justement de rester dans la dynamique et en même temps, pour l'espace de coworking, de les garder et de continuer à enrichir l'écosystème. Donc voilà, ça c'est une autre tendance importante dans le mouvement coworking et qu'on va sans doute voir à mesure que les espaces mûrissent, grandissent, on va les voir sans doute migrer dans des espaces plus grands avec des salles aussi d'événements pour pouvoir accueillir ces événements de façon plus confortable, plus régulière et avec une dimension, en pouvant accueillir plus de monde. Ça, si vous connaissez, peut-être la carte du Global Coworking. Il y en a une série maintenant, il y a des répertoires d'espaces de coworking. Si vous allez un peu sur Google, vous en trouvez pas mal. Ça donne simplement une idée d'où ils sont, où ils se développent. Vous voyez, en Europe, on voit presque plus le contour de l'Europe, du continent européen avec ça, mais vous voyez, le Brésil se développe très très rapidement. On voit en Afrique aussi. Voilà, c'est une tache d'huile qui ne cesse de s'étendre. L'importance de la connexion, de la mise en relation, de l'échange, c'est une dimension essentielle du modèle coworking, donc qui demande de l'animation, qui demande ce qu'on appelle, en anglais, c'est le terme gardening, c'est vraiment cultiver votre communauté. C'est ça qui permet justement, les métaphores organiques sont très importantes. C'est véritablement, c'est comme la notion
notion de biodiversité, donc vous mettez des plans et des plans différents, des organismes vivants de façon différente, et vous les faites interagir, et bien ils s'enrichissent mutuellement, et l'ensemble devient plus gros que ce que ce n'était au départ. Ben, le coworking, on voit très souvent que c'est ça qui se passe. Avec ces questions, on l'a brièvement évoqué, ça c'est une enquête qu'on avait faite déjà en 2010, pour la première conférence Coworking Europe. On avait demandé à des opérateurs d'espaces de coworking s'ils constataient que des coworkers qui ne se connaissaient pas avant de devenir membres de l'espace de coworking avaient démarré ensemble des nouveaux projets. 87% des espaces de coworking avaient répondu oui. Donc vraiment, cette dimension aussi d'aide à la fécondation de projets des espaces de coworking, elle est très importante. Encore une fois, c'est une espèce de conséquence de la dynamique coworking. C'est pas quand on est dans un espace de coworking, on ne se dit pas voilà, je vais dans un espace de coworking parce que je veux me marier, mais c'est une conséquence extrêmement fréquente, et on va dans un espace de coworking en sachant peut-être qu'on va se marier. Voilà. D'où dans l'espace de Bruxelles, pour rester sur la même idée, l'espace dont je vous ai montré la photo de tout à l'heure, il y a carrément 2 bébés. Voilà, qui sont nés de la rencontre entre les coworkers. Donc voilà, je souhaite la même chose à la matrice. Voilà, et donc, dernier point, donc c'est la dernière tendance qu'on voit se développer, ben, c'est à côté de l'espace coworking, ben, l'adjonction de cellules complémentaires. Alors ce sont des makerspaces, tout le monde sait ce qu'est un makerspace ici. Les makerspaces, ce sont justement là où les imprimantes 3D justement deviennent font partie importante des makerspaces. Donc c'est des espaces, c'est comme des ateliers partagés, où on mutualise l'équipement, l'optimisation d'exposition d'équipement. Donc ça permet de faire du prototypage, de tester des choses, d'imprimer des idées, des rentres concrètes, et de fabriquer des choses. Donc c'est lié aussi à tout ce qu'on appelle les hackerspaces, même les hypercafés où on prépare du matériel, c'est toute l'idée de ce qu'on appelle en français la bidouille. Donc ce sont des lieux extrêmement créatifs, mais qui vont vraiment encore un pas plus loin. Donc au-delà de créer des choses digitalement, on peut les créer physiquement. Donc là, les makerspaces, on doit en avoir 200 peut-être dans le monde aujourd'hui, même plus. Donc c'est quelque chose qu'on voit vraiment, c'est l'idée de Fab Lab aussi. Autre élément cousin du développement du coworking, ce qu'on appelle shared kitchens, c'est les cuisines partagées. Donc vous avez un espace de coworking, mais aussi une cuisine où les gens viennent cuisiner ensemble, et préparer des choses, et tester des choses, donc expérimenter. J'étais à San Francisco au début du mois, et là vous avez des shared kitchens de ce type-là, mais à front de rue directement, dans des vitrines. Donc ça devient presque quelque chose de, je ne vais pas dire aussi fréquent qu'un Starbucks café, mais en tout cas ça devient quelque chose qu'on voit apparaître petit à petit. Et on voit même apparaître ce qu'on appelle des biolabs. Donc là c'est plus pour les sociétés biotech. Et donc là on a des équipements de laboratoire, carrément, en mode partage, qui permettent aussi, même à des individus, de pouvoir commencer à tester, je sais pas, un séquençage d'ADN, que sais-je moi, des choses justement, des gens un peu professionnels dans ce monde-là, et qui veulent à un moment donné mettre en pratique une idée qu'ils ont, ces espaces-là, comme un makerspace, sauf que c'est dans le domaine de la biotechnologie. Alors, je vous parlais du triangle du peer-to-peer, donc que le coworking c'était quelque chose qu'on voyait apparaître, mais qui n'est pas une fin en soi, c'est plutôt une conséquence. Et pour prendre justement, mettre ça en perspective, vous avez peut-être déjà entendu parler de cette décomposition. On a coutume de dire voilà, que les opérateurs économiques au XVIIIe, XIXe siècle, c'était les nations, ceux qui créaient l'économie, qui créaient la valeur ajoutée essentiellement, en grande partie c'était les nations. Puis au XXe siècle, les grandes entreprises sont apparues, donc qui ont vraiment commencé aussi à développer, à créer la croissance économique, à définir un petit peu les fondamentaux de notre économie moderne. Au XXIe siècle, l'opérateur économique
on pense que ce sera l'individu connecté. Donc plus des grandes entreprises, plus des organisations, mais nous et en interaction et connecté avec des tiers, avec des écosystèmes, avec des communautés. Donc pourquoi voilà, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, on sait tous, voilà, la formation maintenant, elle implique de tout. Donc c'est pas pour rien qu'aujourd'hui on parle de l'éducation des MOOC, hein, vous connaissez peut-être le terme, ce sont ces cours en ligne qui sont de plus en plus populaires, que quelque part, toute cette information-là, elle est à portée de doigt. Donc ça change considérablement les rapports de pouvoir entre les individus. On a des changements qui sont de plus en plus rapides, la volatilité est de plus en plus grande. Les acteurs eux-mêmes sont de plus en plus petits, mais en même temps beaucoup plus nombreux. On voit que les grandes entreprises, de façon générale, tendent à diminuer en taille. Par contre, elles sont au milieu de réseaux de plus en plus complexes, de plus en plus vastes, de petits acteurs qui sont très, très rapides en termes d'innovation, puisqu'en plus ils ont accès au capital risque, donc ils ne sont plus dépendants de l'argent qu'une grande entreprise veut bien consacrer ou investir pour un projet. Ils peuvent directement aller proposer leur projet à un fonds d'investissement. Les raccourcissements des cycles d'innovation, il fallait, l'exemple qu'on prend souvent, c'est les médicaments, il fallait 10 ans pour développer une molécule il y a 10 ans, 15 ans, maintenant on est plus près de 5, voire certaines fois 2. Pourquoi? Parce que les cycles d'innovation sont de plus en plus courts, on innove de plus en plus vite, de nouveau parce que l'information est de plus en plus facilement disponible, les opérateurs de plus en plus accessibles. On a le défi de l'économie durable, voilà, qui parle à tout le monde. Là aussi, ça demande des changements en termes d'organisation, de philosophie. On fait plus, il y a des choses qu'on ne se permet plus aujourd'hui quand on est un opérateur économique, et donc voilà, les paradigmes là sont en train de changer. Et puis, un des grands changements, c'est tiré d'une couverture du magazine The Economist il y a quelques semaines. Donc c'est l'essor de l'économie du partage. Donc vous connaissez tous l'économie de share l'économie du partage. Donc c'est les Airbnb, c'est la possibilité de louer des appartements de particuliers en ligne aujourd'hui, une société qui vaut 10 milliards de dollars aujourd'hui, c'est tout ce qui est en fait l'idée qu'on peut partager nos actifs. Partage donc les VELI par exemple, c'était clairement une de ces pièces dans ce grand puzzle de l'économie du partage. Dans toute une série de domaines aujourd'hui, on voit que le modèle de partage tend petit à petit à s'imposer. C'est toute cette polémique sur Uber, avec les taxis. Avec une application, je peux accéder à un particulier qui est prêt à me conduire avec sa voiture n'importe où, comme le fera un taxi, sauf que ça coûte moins cher qu'un taxi, c'est plus rapide. Voilà. Évidemment, ça fait dresser les sociétés de taxi, enfin dresser les cheveux des sociétés de taxi qui se défendent, qui ne veulent pas se laisser faire, mais voilà, c'est une tendance qui est de plus en plus présente, et donc clairement, on entre dans ce qu'on appelle l'économie de l'accès plutôt que l'économie de la possession. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est demain, j'ai plus besoin d'avoir une voiture à moi, je peux l'utiliser. C'est tout ce phénomène des véhicules partagés. Donc, je vois le parking là, devant la salle ici. Peut-être que demain, vous n'y verrez plus de voitures qui vous appartiennent, mais simplement des voitures qui sont là en partage. Et en cliquant sur votre application sur votre smartphone ou bien via une borne qui sera là, vous dites voilà, je dois aller de Saint-Brieuc à Rennes aujourd'hui. Je préfère y aller en voiture, vous prendrez la voiture, vous payerez le temps que vous avez pris, le temps que vous avez pris d'aller à Rennes et de revenir, et plutôt de devoir payer pour un actif qui en fait reste sur un parking 99%. Je suis en Belgique, donc 99% du temps. Aujourd'hui, les données, les applications sont en ligne, sont hébergées dans des fermes de serveurs qui se trouvent au Canada, n'importe où. Donc on n'a plus besoin de posséder ces serveurs, évidemment, on paye à l'utilisation. Pareil, économie de l'accès et plus économie de la possession. Donc ça veut dire qu'on mutualise toutes ces ressources, on mutualise même l'accès à nos logiciels. Aujourd'hui, de moins en moins, on va payer une licence à un éditeur de logiciels, on fait encore beaucoup, mais tout
ça tend à basculer vers ce qu'on appelle le modèle SaaS, donc c'est Software as a Service, c'est-à-dire les logiciels en ligne. Donc au lieu, il y a 15 ans, vous aviez un logiciel, vous l'installiez sur votre ordinateur, vous le mettiez sur un CD, vous deviez l'installer, ça tournait, et puis le DVD ou le CD, vous le jetiez après, et puis vous étiez coincé parce que vous deviez quand même acheter les mises à jour ensuite, etc. C'était un actif mort, ou un actif, un stock dont vous ne saviez pas faire grand-chose ensuite. Aujourd'hui, Software as a Service, c'est j'accède à mes applications directement en ligne. Donc demain, on a probablement qu'on a encore Word, Excel, pour prendre cet exemple-là que tout le monde connaît. Il est probable que vous taperez votre traitement de texte, vous l'utiliserez directement en ligne, vous n'utiliserez même plus le Word que vous avez sur votre ordinateur, ni même votre tableur Excel. Enfin, moi personnellement, peut-être d'autres d'entre vous aussi, moi j'utilise les Google Docs, donc mes spreadsheets, mes tableaux Excel, mes tableurs, tout ce qui est traitement de texte, je le fais directement en ligne sur des documents Google qui ont la facilité de partager avec des tiers en plus, très facilement. Donc je parlais de la voiture partagée, puis des concepts qui émergent comme ce qu'on appelle le crowdsourcing. Donc aujourd'hui on innove avec des tiers. Ça c'est un exemple que personnellement j'adore. Vous connaissez Domino's Pizza? Je ne sais pas s'il y a un Domino's Pizza ici à Saint-Brieuc. J'imagine qu'il doit y en avoir pas quelques-uns, enfin en tout cas pas trop loin. Ils ont carrément fait crowdsourcer la future voiture de livraison. Donc plutôt que de se dire on va acheter, je sais pas moi, 300 Peugeot pour toute la France, ou 50 Mini, ou que sais-je, ils se sont dit pourquoi pas fabriquer notre propre modèle de voiture, et pour minimiser les coûts, le faire crowdsourcer. C'est ce qu'ils ont fait, ils ont un projet avec une société américaine, et voilà un des projets qui est sorti. Donc elle n'existe pas encore physiquement, mais peut-être demain vous verrez une municipalité qui crowdsourcera ses propres véhicules, ou que sais-je. Crowdfunding, bien sûr, toute cette foulée de contributions qu'on peut permettre de faire en ligne. Donc ça, j'ai pris cette photo-là parce que vous avez peut-être vu aussi ces derniers jours, il y a une campagne qui fait beaucoup de bruit autour d'elle. C'est un couple qui a créé des panneaux qui sont à la fois photovoltaïques, lumineux et autres, pour remplacer le tarmac des routes. Et l'idée, c'est de dire, voilà, si demain on remplace le tarmac des routes par ça, on produit 3 fois plus d'énergie que ce qu'on en produit annuellement sur Terre. Et fini les problèmes d'énergie, la sécurité des routes, voilà. Et donc ils ont lancé cette campagne de crowdfunding pour faire financer ce projet-là, et ça a un retentissement planétaire. Donc je vais très brièvement, je ne reste pas là-dessus, mais ça veut dire qu'on adopte, pour tout ça, ça a des conséquences forcément sur les organisations. Donc on parlait des freelances, on parlait des réseaux de freelance, des écosystèmes, mais inévitablement les organisations fermées, entre guillemets, que ce soit une entreprise, une petite ou moyenne entreprise, une grande entreprise, un opérateur public, ça implique que quelque part le logiciel de gestion de l'organisation change lui aussi petit à petit, et donc on va apparaître dans la littérature sur la culture et la théorie managériale, des mots comme écosystème, communauté, intrapreneuriat, bootstrapping, communication sociale, itération, pivot, pensée latérale, innovation ouverte, peer-to-peer funding, microcrédit et d'autres. Et petit à petit, ça va trouver son écho dans l'organisation. Pourquoi? Parce que de plus en plus, pour répondre aux défis d'aujourd'hui, les organisations tendent à changer leur mode d'organisation vers un modèle plus matriciel, parfois, mais même au-delà, c'est-à-dire que vraiment dans un aplanissement total des structures hiérarchiques avec un modèle, pour prendre un exemple un petit peu provoquant, mais ça c'est l'armée américaine aujourd'hui qui développe son concept de soldat autonome, parce que un soldat sur le terrain qui dispose de la même information que l'état-major des généraux va prendre des meilleures décisions que l'état-major des généraux. Et donc cette idée, elle percole petit à petit pour se dire, voilà, on a de plus en plus d'intérêt, nous, en tant qu'organisation, à donner beaucoup plus d'autonomie à nos employés, à donner beaucoup plus d'autonomie à nos agents, à les laisser interagir, et à partir du moment où ils disposent de la même information que nous, en temps réel, ils prendront les bonnes décisions.
parfois un peu contre-intuitif, c'est parfois un peu difficile. Hein. Je sais pas, moi, ça fait 3000 ans qu'on vit avec l'idée qu'il faut un chef qui donne des ordres, etc. Et puis les autres appliquent. Ben, voilà, on est en train de basculer dans un nouveau monde avec des dynamiques plus horizontales qui sont plus autonomes, avec de nouvelles formes de méthodes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les méthodes de gestion agile dans le développement de projets informatiques, mais on voit que ça commence à se développer aussi. Comment ça fonctionne, en gros, c'est on laisse les équipes s'autogérer avec des délais et des étapes très très précises qui sont très minutées, mais où tout est centré sur l'efficacité, les équipes s'autogèrent. Et dans le monde informatique aujourd'hui, ce sont des méthodes qui sont devenues très répandues et qui sont devenues la norme. Ce qui permet de développer des logiciels, des applications dans un temps record, alors qu'avant il fallait peut-être 3 ans, aujourd'hui on le fait en 3 mois, voire moins. On voit aussi tout ce qui est prototypage rapide, les plateformes de co-création, les Living Lab. Donc ça ce sont des choses dont on commence à parler dans l'entreprise. Et dans les modes ultimes de représentation de l'entreprise de demain, on dit qu'on va se débarrasser des titres. Donc plus de directeur général, plus de PDG, directeur info. Tout le monde devient quelque part, entre guillemets, multi-skills. Bon, il y a toujours évidemment un raccord avec ça, mais c'est pour donner l'idée de, à un moment donné, Madame X ou Monsieur Y devient autonome et devient son propre responsable pour une dimension, pour un projet qui parfois a une durée de vie limitée, mais que quelque part ce mode d'interaction où repenser l'entreprise comme un écosystème, et ça devient quelque chose d'envisageable à partir du moment où les balises sont bien déterminées, où tout le monde est aligné sur les objectifs, sur les responsabilités, sur les délais. Vous avez des entreprises aujourd'hui, c'est un célèbre exemple, c'est Whole Food aux États-Unis, c'est une chaîne de distribution alimentaire, donc tout ce qui est bio. Par exemple, les équipes qui gèrent le magasin sont autogérées, il n'y a pas de gérant. Ou il y a un gérant, mais il y a le même niveau quelque part que tous les autres. Et ce sont collectivement les membres, les responsables de l'équipe du supermarché qui décident de qui va avoir quelle prime. Et donc, parfois, collectivement, ils disent, tiens, un tel a mieux bossé que les autres aujourd'hui, on va lui donner, sur le pot de prime, une prime de 100, on va lui donner 60 à lui tout seul, ou 20 à lui tout seul. Les autres se répartissent la différence. Et ce sont des modèles qu'on voit tout doucement apparaître, mais qui montrent une certaine efficacité, parce que ça a un gros impact sur le moral des employés, sur leur motivation, sur leur implication. Et Whole Food aux États-Unis, c'est une chaîne une des chaînes qui fonctionne le mieux aujourd'hui, qui réalise le plus de profit. Donc voilà, ça marche. Donc, ce qui nous ramène au coworking, donc pourquoi ce long tunnel par rapport à l'économie, aux paramètres et à l'économie peer-to-peer, justement, pour tout ça, ça a des implications sur le mode d'organisation des entreprises physiques, sur à quoi va ressembler, quand je me rends dans une entreprise, si demain je me rends à la municipalité de Saint-Brieuc, ou bien si je me rends à la SNCF, ou si je vais au siège de... Qu'est-ce qu'il y a comme entreprise ici ouais, Les Passos. Ah, voilà, les Passos. Imaginez que vous entrez chez Le Passo en 2025 ou en 2035, et voilà, ça va sans doute pas ressembler à ce à quoi ça ressemble aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est un nom du quartier général La Papa. Ça existe encore, on est d'accord, c'est 99,9% des entreprises aujourd'hui sont encore structurées comme ça, mais probablement que tout ça va évoluer dans les années à venir. Ce sont deux, trois chiffres, c'est déjà la problématique du transport et de la distance entre le lieu de travail et le lieu physique. Je crois qu'il y a des gens qui je ne sais pas si c'est... Il y a une autre réunion aussi. Ah d'accord, ok. Donc il y a plus ou moins aujourd'hui 24% des travailleurs, c'est une statistique américaine qui est transmise
transposable dans plein de pays. Donc 24% passent plusieurs heures, des employés américains passent plusieurs heures dans les transports pour rejoindre leur lieu de travail chaque jour. C'est énorme. En France, le pourcentage de personnes qui doivent se rendre à leur lieu de travail chaque jour, en France c'est 83%, 72% aux États-Unis, 62% au Royaume-Uni. Donc c'est évidemment beaucoup de temps perdu pour tout le monde, à la fois pour l'entreprise, pour le personnel, sans compter tous les autres types de désagréments en termes de stress, en termes de questionnement par rapport au travail. Et donc, ce qu'on a vu par rapport à l'économie du partage, clairement, ça va avoir un impact sur l'infrastructure que l'entreprise met à disposition. Pourquoi est-ce que demain je ne devrais plus être propriétaire de ma flotte de véhicules? Pourquoi demain est-ce que je dois plus être propriétaire de mon parc de serveurs? Et pourquoi devrais-je rester propriétaire de mon parc immobilier et de mon parc d'espace de bureau? Ça n'a pas de sens. À partir du moment où justement Internet et toute une série de nouveaux modèles me permettent de mutualiser cela. Et donc, il est assez, c'est assez clair. Donc on est encore au tout début de cette évolution-là, mais qu'à un moment donné, les lieux de travail vont se mutualiser. Et c'est dans la tendance aussi de ce qu'on voit. On a parlé d'une économie qui était plus volatile, où les risques sont plus grands. Ça veut dire aussi que les entreprises ont tendance à minimiser au maximum de plus en plus leurs coûts fixes. Et leurs coûts fixes, après les salaires des travailleurs, c'est l'immobilier. Donc l'immobilier, on est à peu près certain que de plus en plus des modèles de mutualisation vont s'imposer. Et vous devinez quoi, le modèle coworking dans cette partition-là risque d'avoir un rôle à jouer. Alors, pas seulement parce que l'immobilier se réduit, mais parce que, de nouveau, on a besoin dans des entreprises modernes d'agilité, de plus d'innovation, de la possibilité d'interagir avec des startups, avec des entrepreneurs, avec d'autres entreprises. De nouveau, parce que tout devient tellement complexe aujourd'hui qu'une entreprise, une entité unique ne peut plus maîtriser de toute façon les compétences nécessaires pour faire évoluer des nouveaux produits ou des nouveaux services. Ça, c'est une citation de l'un des vice-présidents de Microsoft qui dit que les entreprises qui sont plus collaboratives et qui encouragent l'expérimentation s'adaptent mieux et répondent plus vite aux besoins des employés, des clients et des partenaires. Et donc, se positionner dans ce modèle-là, c'est un vrai enjeu de compétitivité. C'est pas seulement quelque chose de joli, c'est pas quelque chose qui est bien pour sa communication et son image, c'est quelque chose qui devient stratégique en termes de compétitivité future. Et donc voilà, un espace, un bureau, ça devient de moins en moins un lieu fixe de travail où on gère du stock qu'un lieu d'échange et de co-création, de dynamisme, d'accueil, d'ouverture, de mise en relation. Ici, c'est tout par rapport à des questions qui étaient posées. C'est une étude justement du CBRE, c'est un grand groupe international de conseil en immobilier. Et donc, il a interrogé une série d'entreprises pour leur demander un peu comment ils voyaient le futur du lieu de travail. Alors, je vous cite les trois citations. Donc, en gros, voilà, comme on le disait, comme la voiture partagée, on aura le bureau partagé. C'est normal, c'est Regus qui dit ça, c'est une grande société qui fait justement dans le partage de bureaux. Mais ils disent aussi que ce sera la même chose qu'on verra des voitures sans conducteur, hein, ça existe déjà, hein, Google teste déjà ça, avec des gens qui travaillent dans leur voiture et puis qui viendront dans des espaces de bureaux partagés pour rencontrer d'autres personnes. Aujourd'hui déjà on voit, Herman Miller, c'est un grand fabricant de mobilier de bureau qui explique que 70% des architectes d'intérieur pour le monde du bureau travaillent à concevoir aujourd'hui des bureaux qui sont conçus pour augmenter, maximiser les possibilités d'interaction plutôt que créer simplement des espaces, des espèces de chaînes de montage modernes. Ce à quoi ressemblent quand même souvent les bureaux, les bureaux d'aujourd'hui, hein, avec l'alignement des employés les uns à côté des autres sur de grandes surfaces. Et enfin Microsoft qui dit que justement le
traduit littéralement de l'anglais. Donc les lieux de travail vont devenir des lieux de changement où les employés pourront accéder à l'équipement et aux données nécessaires pour maximiser la collaboration et les interactions avec les tiers. Donc, concrètement, tout ça, quoi ça donc comment peut-on se représenter la physionomie justement du lieu de travail dans une organisation moderne et en quoi c'est lié au début de notre discussion. Ben voilà, ça ce sont des prototypes, c'est comment aujourd'hui les architectes d'intérieur dans le bureau imaginent le bureau de demain. Et ben ça vous rappelle ça. Vous vous souvenez de cette photo que j'ai montrée au début? Ben oui, ça ressemble quand même assez fort à un espace de coworking. D'ailleurs, c'est pas seulement dans des prototypes, ça existe déjà. Donc ça c'est le siège de Cisco aux États-Unis et donc d'autres lieux d'autres localisations de groupe Cisco. Les bureaux commencent à ressembler à ça. Alors je vous aurais pas mis j'aurais pas indiqué que c'était Cisco, j'aurais pu croire que vous étiez dans un espace de coworking. Et vous auriez eu raison, puisque justement le but c'est que ces lieux deviennent et ressemblent et absorbent ou adoptent les dynamiques qu'on voit à l'heure dans les espaces de coworking. Ça c'est un exemple en Australie, le groupe Macquarie. C'est pas du tout une start-up, au contraire, c'est un grand groupe financier. Donc c'est un groupe qui possède des aéroports, qui investit dans de l'infrastructure. C'est un grand groupe financier, mais qui est plutôt innovant par rapport à ce nouveau mode de gestion. Ça c'est carrément un fonds d'investissement, aussi en Australie. Donc on est un peu sorti des fauteuils en cuir et des bureaux qui ressemblaient à des fumoirs, avec une grande bibliothèque, avec les livres recouverts en peau. Voilà, donc on est sorti de ça. Voilà, j'ai mis quelques photos pour illustrer. Là, c'est une société immobilière en Suède. Pareil, je ne vous mets pas. Vous pourrez croire qu'on est chez Talent Garden en Italie, dont je vous ai montré la photo tout à l'heure. Là, c'est pas mal, c'est carrément le siège de la BBC dans le nord de l'Angleterre. Bon, là, merci les fournisseurs de mobilier, hein, bien sûr. Mais voilà, on est un peu ailleurs. Ça, c'est Unilever en Suisse. Hein. Donc, pourquoi est-ce que ces interactions-là, la couleur. Alors, l'exemple qui suit, je l'ai pris spécialement pour vous. C'est la mairie d'Amsterdam. Donc clairement, ce qu'on explique là par rapport aux organisations en mode management moderne, c'est des choses qu'on voit s'appliquer et commencer tout doucement à pénétrer le monde des opérateurs publics. Il n'y a pas de raison que ça ne se produise pas d'ailleurs, puisque les enjeux et les défis sont les mêmes. Et alors on aura sans doute aussi beaucoup de plantes. Ça c'est la communion entre la nature et le monde du travail. Ça sera peut-être pas en 2035, peut-être en 2050, je ne sais pas, mais de plus en plus on va vers ça. Alors pour conclure, et pour rester vraiment pour être totalement en lien avec la thématique du coworking, ces entreprises elles se mettent aussi en relation petit à petit avec les espaces de coworking. Elles ont compris qu'elles pouvaient, grâce aux espaces de coworking, entrer en relation avec les écosystèmes innovants, les écosystèmes de start-up, les écosystèmes d'entrepreneurs, trouver les talents aussi. Ça c'est une photo prise au camping, donc à côté de la cantine à Paris. Donc là c'est Orange, la SNCF et d'autres qui participaient à des événements communs qui mêlaient un petit peu les différents publics. Et ça c'est le groupe Dell. Il y a plein d'entreprises aujourd'hui qui s'aventurent. Il y a des banques, il y a d'autres, mais bon, j'ai pris celui-là, qui créent aujourd'hui un réseau d'espaces de coworking. Là on est à New York, pour la même raison. Donc, ils font ça en collaboration avec Intel, ils appellent ça Dell Venue. Et qui, voilà, c'est quelque chose qui n'est plus du tout exceptionnel aujourd'hui, qui le sera à mon avis de moins en moins. On ne voit pas encore vraiment beaucoup en Europe ce genre de cas, mais probablement que ça ne traînera pas à arriver. La conclusion, je vous la laisse, ou je la laisse à Ludovic ou à autre, mais vous avez compris que voilà, je pense que le coworking, on n'est qu'au début. Ça
ça va s'amplifier, ça ouvre beaucoup de perspectives. Le terme en anglais, et je trouve que la traduction en français n'est pas aussi forte, mais c'est ce qu'on appelle le empowerment. C'est les individus, nous, vous, qui avec une connexion Internet, le fait de se mettre dans les bons écosystèmes, dans les bonnes communautés, on démultiplie une capacité d'action et de création et de réalisation. Merci. Merci Jean-Yves. C'était pour ma part formidable. Je me présente, je vais faire juste une petite présentation, une petite intervention. Je suis le concierge de la Matrice, l'espace de coworking, d'animation et d'expérimentation de Saint-Brieuc. Pourquoi concierge? Parce que tout le monde me connaît, je connais tout le monde, et mon rôle c'est de connecter les gens, connecter les acteurs économiques, culturels, économiques, etc. La Matrice, c'est un projet qui est réfléchi depuis maintenant 4 ans. On a commencé à réfléchir en 2010. Quand on a émergé ce projet, on nous a pris pour des doux rêveurs, pour des foufous. Pourquoi Saint-Brieuc? Pourquoi Saint-Brieuc dans une agglomération moyenne? Il y aurait un espace de coworking. Aujourd'hui, Jean-Yves nous fait la preuve que il peut y en avoir un peu partout, que le besoin est là, que l'entrepreneuriat se trouve à nos portes, qu'on soit dans une grande métropole, dans une agglomération moyenne ou dans le monde rural. Et je pense que ces espaces sont là pour accélérer les idées, pour connecter les gens et pour faciliter l'entrepreneuriat et faciliter cette mise en relation entre compétences. 4 ans, une année de fonctionnement, un développement qui est progressif, qui est lent, je ne sais pas, je pense pas, mais qui est progressif et qui va à son rythme. Une prise de conscience globale. Beaucoup de personnes veulent créer leur emploi en créant leur activité. Et ça, c'est un fait, c'est mondial. Ça fait des années que ça a émergé, ça continue. On doit aider, on doit participer à cette organisation de travail, donc l'entrepreneuriat individuel, mettre les gens en réseau, faciliter ces connexions. J'ai pas grand chose à dire parce que la présentation était magnifique, géniale. Juste une petite question, tu viens de Belgique, à côté de Namur, agglomération, ville, à peu près un peu plus grande que Saint-Brieuc. Oui, 120 000 habitants. Une bonne ville. L'évolution par rapport à un espace comme à Bruxelles, on va dire l'émergence, la connexion, la création de l'écosystème, la fédération des acteurs est plus rapide ou plus lente qu'une grande métropole? C'est plus lent, c'est significativement plus lent. Forcément, il y a la masse critique. Ça demande plus d'efforts. Même s'il en faut aussi. On a 2 espaces, donc on en a un à Bruxelles qui est assez récent, qui a quelques mois, et un effectivement à Namur. Mais comme le disait justement quelqu'un de Talon-Garden, que je mentionnais tout à l'heure, l'avantage des villes moyennes, des petites villes, c'est qu'un espace de coworking peut y structurer beaucoup plus rapidement l'écosystème local. Puisque forcément, on est plus vite en rapport avec les gens entre guillemets, pas qui comptent, mais qui en tout cas sont sensibles et intéressés justement par rejoindre la dynamique. Donc le rôle de connecteur est sans doute plus fort et plus crucial. Enfin, l'impact en termes de changement est peut-être plus fort dans une petite ville. Nous, à Namur, en tout cas, on le sent comme ça. Namur est un peu particulier parce que c'est aussi c'est un chef-lieu, mais c'est surtout la capitale de la région wallonne. Comme vous le savez, la Belgique est un pays compliqué. Aujourd'hui, dire la capitale d'une région, c'est presque une capitale nationale, puisqu'il y a
plus en plus de compétences, il y a plus de compétences aujourd'hui aux régions qu'à l'État fédéral. Donc ça veut dire qu'administrativement, c'est une ville qui pèse beaucoup plus lourd, enfin, où il y a beaucoup plus d'activités que ce que ça ne devrait être le cas par rapport à sa taille. Et donc, ça veut dire aussi qu'on essaye d'animer et de sensibiliser les opérateurs publics par rapport à tous ces enjeux qu'on a mentionnés. Donc ça rend les choses un petit peu particulières, mais voilà, pour résumer, enfin, pour répondre à ta question, je dirais que c'est les petites villes, en plus en ville de province, aussi, il y a le côté conservateur. C'est sûr que ça joue. Et ça joue assez fort. En tout cas, notre expérience, c'est un des éléments contre lesquels on doit souvent lutter. Mais en même temps, une fois que les choses sont enclenchées, et tout le monde, voilà, quand on a aligné un peu tout le monde sur les objectifs et envie de faire bouger les choses, alors ça va très vite. Là, on a une espèce il y a une densité très rapide qui se crée et on peut aller assez loin. Peut-être pour conclure et vous laisser vous exprimer, enfin, poser des questions. Est-ce que globalement le coworking se développe depuis 2005, un peu plus tard en France? Est-ce que le futur, c'est aujourd'hui? Comme on disait, le futur commence aujourd'hui, forcément. Et donc, si, on y est, mais on y est chez certains, mais bon, clairement, tout ça est encore embryonnaire pour une part, même si, donc, comme je disais, on organise la conférence européenne depuis 5 ans. En 5 ans, ce qu'on soupçonnait s'est produit, c'est-à-dire une accélération du développement du monde coworking et aussi des caps qui ont été franchis. Notamment un de ces caps, c'est l'utilisation du terme coworking, malgré tout, qui est très important parce que ça permet à des gens de se rejoindre. Si vous parlez de la même chose, parce que pendant très longtemps on parlait de la même chose, mais pas en utilisant les mêmes termes, et donc forcément pour se retrouver ça devient compliqué. Donc entre le shared office, le coworking, les lieux partagés, les tiers-lieux, etc. Donc il y a une quantité le vocabulaire s'enrichit très vite. Mais par exemple dans le monde des startups aujourd'hui, et ce n'était pas le cas il y a 2 ans, clairement la présence d'un espace coworking est devenue un standard. Donc aujourd'hui, on n'imagine pas créer un soutien à un modèle de start-up dans le monde digital sans imaginer un espace coworking qui supporte en partie le développement et l'activité. Donc ça, il y a quelque chose qui s'est produit à ce niveau-là. Je parlais de l'Angleterre aussi tout à l'heure, où maintenant le coworking est en train d'exploser. En fait, il y a des espaces de coworking définition stricte qui existait déjà, mais qui n'utilisait pas le mot coworking. Contrairement aux États-Unis, où le mot coworking s'est imposé très spontanément. Et en Angleterre, je parlais avec des Anglais, pourquoi est-ce qu'on n'utilisait pas le mot coworking? Et donc en anglais, coworking, ça veut dire aussi, coworker, c'est un collègue d'une entreprise, et donc c'était, je pense que les Anglais sont plus sensibles à la pureté de la langue que les Américains. C'est en tout cas ce que les Anglais disent des Américains. Et donc, mais depuis 1 an et demi, je veux dire, le mot coworking est devenu quelque part le terme usagé pour définir justement un espace de coworking. Et depuis lors, on voit tout ça se démultiplier avec des conférences qui vont sans doute arriver aussi en Angleterre par rapport à la thématique. Et probablement que cet effet-là va, je pense, encore donner un coup d'accélération au développement du modèle coworking. Merci beaucoup pour cette présentation, c'est très intéressant. On va peut-être passer éventuellement aux échanges avec la salle. Moi j'avais une toute petite interrogation sur est-ce que les mentalités par rapport au monde du travail, en France comme ailleurs, peut être un frein à cette évolution? C'est sans doute le principal frein. Et donc ça, on parlait de hiérarchie, de fin des étiquettes, etc. La difficulté, elle viendra autant des managers ou des directeurs qui parfois certains comprennent ça assez vite. Mais la résistance vient parfois
On connaît la difficulté parfois de middle management, etc. Mais aussi des employés qui se sentent tout à coup, et il y a partie des expériences qui sont opérées de ce point de vue-là, et qui montrent que ça crée une zone d'inconfort pour les employés, pour certains en tout cas. Et donc, c'est des choses qu'il faudra, enfin, il va y avoir une phase d'éducation. Et encore une fois, ce que je décrivais tout à l'heure, en tout cas, comment moi j'imagine que les choses vont se passer, on n'est pas sur un horizon de 2 ans, on est plutôt sur 20, 25, en tout cas une génération, vraisemblablement, même si ça va vite. Même si ça va vite. Et clairement, au fur et à mesure, comme toujours, comme tout phénomène profond de changement, au plus les personnes vont être sensibilisées et conscientes de l'existence de ces modèles-là, et au moins les doutes subsisteront par rapport à la praticabilité, parce que clairement, vous dites, il n'y a plus de hiérarchie, il n'y a plus de... voilà, on interroge les gens dans la rue ici, là maintenant, vous avez 80% des gens qui vont vous dire non, c'est pas possible, c'est impensable. Pourtant, peut-être, mais en fait, si. Et donc, clairement, les barrières, elles sont aussi à faire tomber dans cette appréhension, et à laisser son imagination accepter que c'est possible, et tenter l'expérimentation. Et donc, on ira sans doute pas à pas, avec des exemples, comme toujours, hein, il y aura des pionniers qui vont le faire, qui vont réussir, qui vont tenter d'autres, qui vont eux-mêmes essayer, et puis parfois échouer, parfois réussir, et au fur et à mesure, à un moment donné, on va passer à un point d'inflexion qui fait que tout le monde va le mettre en place. Vous avez des questions? Oui. Monsieur Montan, même s'il n'y a plus de directeur, je soutiens quand même cette démarche. Moi, je pense, je reviens sur ce qui s'est dit sur ville moyenne, métropole. Les grandes métropoles ont parfaitement compris toutes ces évolutions qui sont à l'œuvre. Et tout ce mouvement qui est un mouvement vraiment d'innovation et de créativité. Avec une tendance à la polarisation de ces pratiques, de ces activités nouvelles dans les grandes métropoles, avec des conséquences sur le développement économique. Je pense qu'il faut qu'on se félicite qu'on ait dans les villes moyennes et à Saint-Brieuc une structure comme la matrice qui s'est constituée. Ça paraît vraiment indispensable, c'est une prise de conscience, et les villes moyennes qui comprendront ces évolutions sont les villes moyennes qui vont se développer. Je pense que c'est vraiment un atout. La remarque, une question sur le secteur public précisément. Toutes les activités de coworking sont plutôt dominantes d'activités de personnes qui créent leur activité dans le domaine privé, le secteur privé. Je vous dis tout à l'heure. Est-ce que vous avez je pense en Belgique, pour dire, des exemples dans le domaine public ou associatif et qui ont développé des pratiques de coworking? Ou est-ce que vous avez mis la photo d'Amsterdam? Alors donc oui, donc encore une fois, les exemples sont encore rares, mais effectivement Amsterdam commence tout doucement à s'interroger sur son propre mode de fonctionnement. La ville de Berlin aussi, il y a des gens de la ville de Berlin qui travaillent par exemple du Bethaus. C'est le plus célèbre espace de coworking en Allemagne, qui est basé à Berlin. Donc par rapport à la première remarque, je souscris à 200% évidemment, et ce sera même vital parce que quand vous regardez un petit peu les études sur les créations nettes d'emplois aujourd'hui ou les secteurs dans lesquels ça se crée, on voit que énormément de secteurs forcément voient le nombre d'emplois diminuer. Depuis 10 ou 15 ans, le secteur où la création nette est gigantesque, c'est le domaine du digital. Donc ici, à Saint-Brieuc comme ailleurs, les emplois de demain et les emplois des nouvelles générations, c'est dans le digital en partie qui vont se créer. Si vous n'avez pas l'écosystème pour aider la création de ces jobs-là, et c'est pas seulement créer des startups, parce qu'il y a toujours le mythe on va créer le nouveau Google ou le nouveau Price Minister, que sais-je, à Saint-Brieuc ou à Lorient ou à Strasbourg, que sais-je.
bah, peut-être que ça arrivera, on vous le souhaite, mais la vraie masse critique, ou là où le vrai enjeu, c'est de transformer les activités existantes et les faire migrer vers le digital. Et là, il y a encore énormément un chantier gigantesque à l'œuvre, et en Belgique c'est le cas, mais je connais un petit peu la France, et je vois que c'est en grande partie le cas aussi, c'est que les PME, de façon générale, sont encore très 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 loin d'exploiter le potentiel offert par les outils digitaux aujourd'hui. Elles ont toujours autre chose à faire, mais elles vont sans doute à terme perdre celles qui ne migreront pas. Il ne suffit pas d'avoir un site internet pour se dire qu'on est digital. Et donc, or, c'est souvent, on s'arrête souvent là, dans beaucoup de PME. Et donc, là, il y a un besoin énorme de compétences, de migration, de création dans le domaine digital. Et forcément, pour y arriver, être en contact avec des écosystèmes en croissance au niveau local. Donc voilà, donc c'était par rapport à votre remarque. Et donc pour revenir sur le secteur public, les exemples, ça reste très embryonnaire, hein, soyons clairs. Je me demande si dans certains pays nordiques, ils ne sont pas en train d'évoluer un petit peu dans cette direction-là aussi. Mais pour l'instant, ça reste plutôt, je pense, dans le domaine de l'aménagement des espaces. Même si, je mentionnais la SNCF tout à l'heure, vous voyez, un groupe comme la SNCF ou la Poste, en France, ce sont quand même deux entreprises qui évoluent quand même assez bien de ce point de vue-là. Là, pas nécessairement en se transformant en espace de coworking demain, c'est pas le cas, mais en tout cas en se connectant avec ces écosystèmes-là, avec les chemins de fer suisses par exemple, on fait la même chose. C'est-à-dire quoi, ils soutiennent ou sponsorisent des espaces de coworking, ils organisent des événements, ils envoient des employés, souvent, clairement, en clair, ce sont des employés actifs dans les divisions responsables de tout ce qui est développement, marketing digital et autres, et travailler dans des espaces de coworking pour s'inspirer, entrer en contact avec les innovateurs, être au courant des dernières tendances, trouver parfois la pépite, pour soit investir dedans, soit la reprendre. Et donc petit à petit, on voit des petits cas comme ça qui commencent à apparaître, même si voilà, ça reste l'arbre qui cache une forêt encore un petit peu immobile de ce point de vue. Donc je découvre quand même une question. Donc vous nous présentez un système dont les impacts sont très positifs et on a plutôt envie de s'engouffrer dans le mouvement. Est-ce que vous avez évalué les impacts négatifs par rapport à ce système de fonctionnement? Les impacts négatifs, ils sont que effectivement ça va demander pour nous de maîtriser de nouvelles compétences et d'être dans une forme d'agilité qui va apporter beaucoup à ceux qui parviennent à effectivement adopter ces nouveaux usages et à se fondre là-dedans, et ceux qui n'y arrivent pas vont avoir des problèmes. Donc c'est clair que on pense que le XXIe siècle risque d'être le siècle des déséquilibres de ce point de vue-là. Et quelque part, la société de demain va peut-être moins devoir compenser ces déséquilibres sur le plan matériel, sur le plan des compétences. Donc ça, je pense, pour moi, on voit, on répète souvent que les déséquilibres économiques n'ont jamais été aussi importants aujourd'hui que, en gros, qu'on retrouve quelque part la structuration économique en termes de partage des richesses qu'on connaissait au XIXe siècle. Et avec des très 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 riches d'un côté, et puis alors on n'a plus de misère qu'on avait à l'époque, mais en tout cas une classe moyenne qui s'appauvrit ou qui en tout cas un peu du coup. Donc ça c'est un enjeu clairement qui est lié aussi à l'adoption de nouvelles compétences. Un chiffre que je n'ai pas mentionné, que j'aurais pu mentionner, c'était lors d'une présentation lors de la conférence coworking américaine il y a quelques semaines.
En 15 ans, le nombre d'employés de Microsoft nécessaire chez Microsoft pour créer 600 000 $ de chiffre d'affaires. Non, je m'excuse. Il fallait un employé de Microsoft il y a 15 ans créer plus ou moins 150 000 à 200 000 € de chiffre d'affaires. 15 ans plus tard, un employé de Microsoft crée 600 à 700 000 € de chiffre d'affaires. Donc ça veut dire que forcément, il faut beaucoup moins d'employés aujourd'hui pour créer la même portion de valeur. Et ça, c'est la réalité dans de plus en plus d'organisations. Et donc, ce qu'on voit dans les banques, ce qu'on voit dans une série d'industries, c'est lié beaucoup à l'automatisation, à l'amélioration des processus. Donc, le gros enjeu, c'est effectivement de voir comment on intègre les personnes qui ne sont plus dans ces entreprises-là. Et clairement, l'enjeu, c'est là où le modèle, justement, écosystème, empowerment, start-up, est si stratégique. C'est que c'est là que les emplois de demain vont se créer. Je suis plus sûr du chiffre, je le cite, je pense de mémoire. Le seul domaine aux États-Unis où on a vu une création d'emplois nets, c'est dans le domaine des startups au cours des 10 dernières années. Je crois qu'on a créé entre 2 et 3 millions d'emplois. Alors que dans tous les autres secteurs où à peu près l'emploi diminuait, à quelques exceptions très sans doute. Donc l'enjeu est fondamental, mais ça veut dire que clairement, là, on rouvre une grande porte, mais c'est le système éducatif. C'est qu'on n'apprend pas aujourd'hui les compétences dont on a besoin pour se débrouiller dans le monde de demain. Et donc là, pour moi, l'enjeu il est vraiment là, quoi. Et c'est sûr que j'ai incité sur les aspects positifs et enthousiasmants. On va connaître sans doute un gros défi au niveau du rééquilibrage entre ceux qui arriveront et ceux qui n'arriveront pas à s'insérer dans ces dynamiques-là. Si je peux juste, par expérience personnelle, au bout d'un an de fonctionnement de la matrice, les points positifs, on les a dit, ils sont nombreux. Les points négatifs, c'est très clairement l'accessibilité au numérique dans sa globalité. La fracture numérique, elle a évolué en 15 ans. Elle est maintenant sur les usages et sur l'apprentissage, sur l'éducation qu'on a pu avoir à cette culture numérique. Et c'est ça, je pense que oui, tu as raison, c'est l'enjeu d'aujourd'hui, c'est l'éducation à cette culture numérique. Tu parlais en fait, globalement, dans un espace de coworking, les gens qui viennent travailler, ce sont des gens connectés, mais pas forcément des entrepreneurs dans le numérique, dans les internets. On le voit à la matrice, les secteurs d'activité sont pluridisciplinaires. On a des développeurs web, on a des graphistes, on a aussi des communicants, on a aussi des journalistes, on a aussi des personnes qui vendent des couches lavables, mais qui sont connectés, qui utilisent ces outils. Donc ça, c'est un point négatif. L'autre point négatif que je pourrais identifier, pour un travailleur indépendant, pour un entrepreneur indépendant, individuel, le premier pas à faire, c'est d'ouvrir la porte d'un espace de coworking et de dire bonjour, donc de sortir de cet isolement, de cette routine qu'on a trouvée globalement à la maison. Le danger, c'est d'y retourner. C'est de sortir de l'espace de coworking, de cette facilité de contact et cette facilité de lien social. Et c'est de retourner dans cette monotonie, dans cette perte de créativité, parce que pour X ou Y raisons, raisons financières, techniques, logistiques, j'ai plus de voiture, j'ai plus de vélo, je ne peux plus aller à l'espace de coworking. Donc on retombe dans ce premier schéma de travail individuel à la maison et on replonge. Et je pense que ça, c'est un point négatif. Oui, j'ai pas vu. Un doigt levé.
J'ai une autre question. Je crois que je suis un peu vieille en fait, donc j'ai des résistances, mais quand je vous ai entendu discuter, vous parliez justement de l'accès au bien. On n'est plus propriétaire du bien, on a accès au bien. Et quelque part, je me suis mise à penser, moi quand j'étais jeune, je pouvais faire du stop. Enfin, on ne me demandait rien en échange. Aujourd'hui, j'ai 10 € ou une partie de l'essence à payer, ce qui peut être légitime. Mais quand je parlais d'études d'impact tout à l'heure, c'était aussi de dire, est-ce qu'il n'y a pas des relations sociales qu'on va marchandiser d'emblée alors qu'elles pouvaient exister de façon plus ou moins spontanée, en tout cas volontaire. Parce que si on prend l'exemple de l'autostop, le conducteur s'arrêtait pour prendre celui qui demandait à être pris, quoi. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas ça aussi derrière? Mais je ne sais pas si c'est du tout lié au lieu de coworking. Non, mais non, enfin, je ne sais pas si les voitures partagées vont tuer l'autostop. En tout cas, on a quand même beaucoup moins d'autostoppeurs qu'il y a 20 ans, pour d'autres raisons. Mais peut-être, je ne sais pas. Il y a des plateformes comme ça il y a une plateforme qui s'appelle Zilog, je ne sais pas si vous connaissez par exemple. C'est l'idée nouveau du partage. Hein. J'ai une bêche, j'ai une tondeuse, j'ai une perceuse, et quand je ne l'utilise pas, je veux bien la louer à qui veut. Donc voilà, c'est comme eBay, mais au lieu d'acheter, je loue. Je loue 2 jours, 3 jours. Et ça permet de monétiser quelque part mes outils ou un actif que j'ai en le louant à d'autres. Alors, j'ai quand même tendance à penser que si mon voisin vient me demander ma perceuse, je ne vais pas lui demander de passer par Zilog. Par contre, quelqu'un que je ne connais pas, c'est possible, mais peut-être que je ne serais jamais entré en contact non plus avec il ou elle si je n'avais pas eu Zilog. Donc, peut-être, je ne sais pas, je pense qu'on est quand même plus simple que ça. Je pense qu'il y a quand même du bon sens parfois. Et pour revenir au coworking, voilà, il suffit de voir ce qui se passe dans un espace de coworking en termes de convivialité, d'échanges spontanés, pour se dire, voilà, on reste des animaux sociaux, on a besoin de contact social, et que ce contact social, il se menait pas nécessairement. Dans la salle, si je puis me permettre, il y a des coworkers. Si vous voulez faire part un petit peu de votre expérience, ou c'est intéressant d'avoir le ressenti de ce que vous voulez, hein, il n'y a pas de souci. Bonjour, moi je veux bien, mais chaque fois que je prends la parole en public, je commence toujours par dire qu'il ne faut pas me laisser la parole en public. Donc je préfère pas le dire. Je ne sais pas quelle était votre question, pardon. En fin de compte, votre ressenti, enfin oui. Voilà, il est toujours multiple, mais comme mon métier est un peu, comme disait Ludovic, dans la transdisciplinarité, c'est pas facile à dire. Je suis autant philosophe que programmeur, donc forcément, c'est pas forcément évident à se positionner socialement. Mais voilà, le matrice, j'ai une chance inouïe, c'est de multiplier les miroirs, de multiplier les autres. Parce que voilà, j'ai pas l'impression d'être grand chose sans ça. Et comment dire, il y a un peu, comme disait Jean-Yves, il y a un phénomène clairement émergent, il y a un peu l'air du temps, il y a un peu un mouvement qui est quand même mondial et très fort et qui pousse, mais j'ai pas le sentiment que ce soit forcément une évolution comme on passerait de 1 à 2. C'est un peu enfin moi, avec mes yeux naïfs, je vois une espèce de bien joli raz-de-marée, un peu irrévérencieux, un peu ludique, gamin. Voilà. Assez réjouissant. Et j'en parle pas si bien que j'aurais voulu, mais voilà. Et du coup, oui, ça passe par des échanges avec mes collègues, quoi, qui sont pas comme moi, parce que ce sont d'autres gens, avec d'autres expériences et d'autres vécus, mais qui m'enrichissent. Comme je disais, c'est pas juste. Quand je parle avec une personne, je ne suis pas plus intelligent que deux personnes, je suis plus intelligent un peu de notre dimension. Voilà. Et j'ai besoin de ça, moi, pour mon travail. Et je pensais pas pouvoir le trouver. J'ai mis un peu de temps, 33 ans, si vous voulez savoir, à comprendre que
des entreprises classiques n'avaient pas ça à m'offrir, clairement. Ouais. Et voilà, je ne sais pas si je fais trop de bêtises. J'aurais juste une petite question pour vous, justement. Est-ce que vous donnez un rythme de travail? Enfin, vous imposez... parce que je pense que quand on est... pas livré à soi-même, hein, c'est pas ça, mais voilà, quand on n'a pas 8h, midi, 13, 17, hein, je caricature un petit peu, est-ce qu'on ne peut pas vite dévier ou... Enfin voilà, alors, moi j'ai mon regard, hein, je travaille dans un bureau, donc voilà, c'est ma question peut-être un peu stupide, mais voilà. Pas du tout, et les questions les plus stupides sont parfois les plus pertinentes. C'est clairement un enjeu assez central, justement, parce que j'ai été assez longtemps laissé à moi-même, et j'ai essayé de le faire fructifier, c'est pas pour rien, à laisser picorer ma curiosité dans la lecture, voilà, sur les internets, comme on dit, il y a de quoi surfer de bien jolies vagues, de bonnes grosses vagues. Mais justement, l'enjeu du rythme de travail est assez délicat, il est encore en chambardement. Ça fait juste récemment que j'ai pris l'initiative de passer 2 à 3 jours toutes les semaines à la matrice, je parle de ligue. Mais voilà, c'est-à-dire que c'est là où j'en suis là en ce moment. Dans 6 mois, peut-être que j'y passerai 35 heures ou 50, ou voilà, parce qu'il y a des tas de projets, ou peut-être que je continuerai à faire 20 heures à cet endroit-là et à continuer ailleurs. Enfin voilà, je suis toujours content de pouvoir aussi, je sais pas moi, expliquer comment regarder une vidéo sur l'ordinateur de la mère d'une copine qui sait pas comment faire. Et enfin voilà, il y a aussi l'idée de se rendre utile bêtement, quoi. Et je sais pas si je réponds à la question comme ça plus, mais voilà. Si, très bien, merci. Une autre expérience, non? Enfin, je ne vais pas vous obliger non plus, hein. Pour rebondir sur ton prénom, Régis, pour rebondir sur ce que disait Régis, et à Namur par exemple, on a clairement des profils autres que digital. On a une nouvelle membre qui est éditrice de publications juridiques, on a une traductrice, on a le responsable d'une société d'événements qui organise des compétitions de paintball. Oui, on est loin quand même du développement web. Et ils viennent chez nous, tous travaillent de chez eux. Et ils disent, en moyenne, enfin on a posé la question assez clairement, ils augmentent leur productivité dans l'espace de coworking d'environ 50%. Et en particulier parce que chez eux, ils sont distraits, il y a des enfants, il y en a un de nos membres, il est développeur informatique, mais il travaille de chez lui. Il disait, voilà, un exemple de journée, ça m'avait frappé, il avait une cassette à bois chez lui, qu'il voulait changer. Et il travaillait devant, et il dit, j'arrive pas à travailler, je regardais ma cassette à bois que je voulais changer. Et donc j'ai passé ma journée à surfer sur des sites qui vendaient des cassettes à bois. Et il donné des coups de téléphone, et voilà. Et donc j'ai travaillé peut-être 1h30 pour mon boulot, et le reste du temps, j'ai pensé à ma cassette à bois. Et il dit, une journée comme ça, je peux t'en raconter, mais 50. Et le fait d'avoir une discipline ou une hygiène différente quand on va de travail, ça reste quand même assez important, et ça permet encore une fois, on se met dans une situation qui nous discipline. Et donc c'est beaucoup plus facile que de se discipliner soi-même, puisque à un moment donné, c'est les éléments extérieurs qui nous font agir. Et c'est intéressant parce que Régis parlait de ses collègues. À Namur aussi, on a des coworkers qui s'appellent collègues entre eux. Et on parlait de l'exemple tout à l'heure où on a des coworkers qui prennent leur pause café en même temps. Allez, pause café, moi j'étais salarié pendant 10 ans, voilà, comme quand on était salarié, voilà. Et pourtant, c'est des gens, il y a un développeur informatique, une traductrice, un graphiste, ils n'ont rien à voir les uns avec les autres à peu près, mais voilà. Ils ont créé leur lien, et j'en connais qui vont manger les uns chez les autres maintenant, et un peu, c'est presque une entreprise en soi qui s'est créée, malgré tout. Et donc c'est un espace de coworking, c'est un laboratoire anthropologique incroyable. C'est vraiment, il faudrait qu'on mette des scientifiques regardés par une lunette
qui s'y passe, c'est incroyable. Même en termes je digresse, mais de gestion de territoire individuel. C'est incroyable les choses qui se passent à partir du moment d'un adieu flexible où les gens, d'un jour à l'autre, bon, naturellement les gens ont souvent un endroit quand ils arrivent le matin, mais quand ils sont tous bouleversés quand il y a quelqu'un qui arrive avant et qui a pris leur place. Alors ils n'en sont pas encore au stade, qui a pris ma place, etc. On sait que ça va. Mais par contre, c'est les gens de la mutinerie à Paris qui racontaient ça, c'est incroyable. C'est donc dans certains espaces de coworking qui permettent d'avoir un desk, un bureau, table fixe, un emplacement fixe et d'autres flexibles. Donc si vous voulez votre endroit fixe, le même tout le temps, à la limite un tiroir où vous pouvez ranger vos affaires, ça coûte un peu plus cher que l'abonnement classique. Et ils ont supprimé ce système fixe. Pourquoi? Parce que les coworkers fixes commençaient à mal se comporter. Ils commençaient à se comporter comme les propriétaires de leur mètre carré. Ils commençaient à engueuler les gens autour d'eux ou à se comporter un petit peu comme le voisin qui voit une pomme tomber dans son jardin et qui commence à maintenir un petit peu les autres, quoi. Et pourtant c'est des gens lambda, quoi. Et donc ce phénomène de propriété, c'est mon espace, etc., change complètement le comportement des gens. Et voilà, des anecdotes comme ça, mais dans d'autres domaines, elles sont infinies, c'est très instructif. Pour revenir sur la productivité et l'organisation du travail individuel dans la journée, certes un coworker, il semble l'a déjà dit, continue à me le dire, j'aime bien, est plus productif quand il vient à la matrice, quand il vient coworker, et il retrouve une vie personnelle plus cadrée. Je m'explique. Quand on travaille à la maison, on allume l'ordinateur le matin, on va commencer à travailler, on va faire tourner une machine, on va sortir le chien, on va continuer à travailler. Il est 20h, j'ai pas fini, je vais coucher les enfants, je continue, l'ordinateur est toujours allumé à 23h, voilà, minuit. Il faut peut-être penser à l'éteindre, non je ne vais pas l'éteindre, il va rester allumé jusqu'à demain matin. Dans un espace de coworking, la personne arrive, elle allume son ordinateur, travaille toute la journée, elle est productive. L'éteint, parce qu'il forcément il faut qu'il le ramène à la maison. Quand il revient, quand il arrive à la maison, il ne va pas la rallumer. Il va s'occuper de ses petites affaires qu'il a à faire à la maison, s'occuper des enfants, etc. Donc il retrouve une vie personnelle plus active ou plus cadrée, plus intéressante. On dirait qu'il y a un côté un peu zen de travailler dans ces ambiances. Je vais bien devenir membre de la matrice. Oui. Oui, zen, ouais. Ouais, on est bien, on n'est pas stressé. D'ailleurs, tout l'agencement est quand même, voilà, il y a un côté zen, épuré, voilà, je pense que voilà. L'environnement de travail est important, donc l'aménagement, les meubles, le mobilier, etc. On a parlé de l'espace cuisine, la cuisine partagée. Nous, quand on a monté le projet de la matrice, c'était le point principal. Il nous fallait une petite cuisine où les gens puissent être un peu comme à la maison, et puis où on va pouvoir partager. C'est ce qu'on fait tous les vendredis midi. On mange ensemble, on se fait manger ensemble, on expérimente. Chacun emmène un petit ingrédient et puis on se retrouve avec des trucs qu'on ne sait pas trop, on essaye. Et ça, ça crée du lien aussi. Hein, voilà, c'était important. Et la machine à café, ouais, comme tu l'as dit, pause café, tout le monde part au café. La maladie. Tu peux parler? Oui, je voulais savoir s'il y avait des dérives, je ne sais pas si c'est hors sujet complètement, au niveau des artistes. Parce qu'ils ont, moi ma fille par exemple, elle a un problème, elle n'a pas les moyens de louer un atelier d'artiste, c'est compliqué, il faut être propriétaire, etc. Est-ce que ça existe ou est-ce que ça tend à s'ouvrir en dehors de la start-up, du numérique, des choses comme ça, ou ça reste assez? Oui, clairement. Ouais. Donc on a les espaces de coworking ne sont pas
juste voilà, c'est pas un lieu réservé aux développeurs et aux graphistes, c'est aux graphistes digitaux. Je mentionnais que nous, on a dans nos membres, on a des profils. On a quand même une présence supérieure de profils actifs dans le domaine du digital, mais c'est pas. Je veux dire, on a peut-être 50%, et les 50 autres %, c'est de tout. Mais clairement, dans toute une série de villes aujourd'hui, on voit des espaces de coworking qui tendent à essayer de se trouver qui tendent à se profiler sur un domaine particulier. Je parlais du hub, mais ça peut être d'autres. Le hub, par exemple, c'est pour tout ce qui est développement durable, entrepreneuriat social, etc. Vous avez d'autres espaces clairement à focaliser sur le digital, mais aussi justement d'autres qui mettent en avant justement tout ce qui est lieu de regroupement d'artistes, de culture, etc. Alors, à Paris, il y en a par exemple, il y a le Remix Coworking, je pense. Il y a la Ruche, c'est plus socio-entrepreneurship, je pense. À Nantes, c'est les exemples qui me viennent. À Nantes, il y a un grand espace qui s'est ouvert. C'est une réhabilitation d'une friche industrielle, plus de 1000 m², où on y trouve de tout. On y trouve des artistes, des sculpteurs, des ébénistes. On trouve vraiment des secteurs d'activité pluridisciplinaires. Le problème dans un espace de coworking, comme dans tout tiers-lieu, ce sont les mètres carrés. Voilà, pour des artistes, on sait qu'il a plus besoin de mètres carrés qu'un développeur web qui aura besoin d'un petit bureau. Un artiste, il a besoin de s'exprimer, il a besoin d'outils, il a besoin d'un ébéniste également. Voilà. C'est la structure et je pense que c'est aussi la rencontre des gens qui font que des projets d'espace de coworking, entre guillemets, naissent. Je pense aussi, je ne sais plus si c'est le Mans ou Angers, très orienté dans la culture, avec des résidences d'artistes, et tout ça se mélange avec des développeurs web, des graphistes, des artistes artistiques. C'est super intéressant, mais il faut structurer ça dès le départ. À Anvers, il y a un espace comme ça, là spécifiquement pour les designers. Donc designers, plasticiens. Donc là, ils ont un espace de coworking. C'est un peu particulier parce qu'au départ, c'était un incubateur plus pour designers, puis ils ont créé un espace de coworking et en dessous, ils ont une galerie où les designers peuvent exposer et travailler. Donc, et alors il y a tout le mouvement Fab Lab, Makerspace qu'on évoquait tout à l'heure aussi, qui probablement va aussi avoir des possibilités de focalisation ou de spécialisation sur les domaines artistiques, clairement. Est-ce que par hasard tu connais le nom de l'endroit à Nantes? Non, c'est pas grave, c'est à tout hasard. Écosolise, je crois. Écosolise. Écosolise. Ouais. Bon. Et généralement, les endroits sont... Ah non, vous avez répondu. Ça peut être mixte, ça peut ne pas l'être. C'est souvent accès artiste ou culturel, mais pas forcément. Tout est possible, quoi. J'aurais tendance à dire que les gens se regroupent par affinité. Ouais. Par contre, moi, ce qui m'attire, c'est de mélanger les secteurs d'activité. Et ça, c'est là où on trouve les choses intéressantes d'innovation, de créativité, quand les gens se croisent et qui n'ont pas forcément eu cette idée de se croiser. D'où l'importance de ces concierges ou animateurs permanents qui animent ces communautés, qui vont faire que aujourd'hui on va se dire, tiens, j'ai trop de développeurs dans mon espace de coworking, il va falloir que je travaille à l'animation d'une communauté et intégrer d'autres secteurs d'activité pour que la créativité s'accélère. Mais c'est vrai que le premier regroupement se fait par affinité. Cela dit, moi je pense quand même qu'on va avoir sans doute une tendance, on va avoir des espaces généralistes, on le voit d'ailleurs déjà, enfin on le voit, et puis des espaces qui se spécialisent, parce que notamment, enfin on l'a évoqué tout à l'heure,
Le coworking, c'est un outil aussi pour structurer les communautés, à naître ou existantes. Et donc, clairement, un exemple à Bruxelles, donc c'est pas totalement un espace de coworking, mais c'est le réseau des entreprises actives dans le domaine de la publicité et du marketing. Donc il y a un vieux réseau qui est assez actif, hein, disons, mais qui ont créé leur propre espace pour rassembler leur communauté. Et donc c'est plus une espèce de création de densité. Et donc ils n'ont pas encore d'espace de coworking, mais à mon avis ça va venir. Et là clairement ils voient l'espace de, le coworking dans ce cas-ci comme un outil. Il y a, je ne sais pas si vous connaissez le labo de l'édition à Paris. Donc ça c'est un incubateur soutenu par le secteur de l'édition. Donc au départ c'est un incubateur. Et c'est structuré, donc ça a un bâtiment, c'est sur 2 étages. Le premier étage, il y a des entreprises, c'est un open space, mais avec des startups dans le domaine de l'édition. Alors c'est relié, il y a toujours un côté un peu digital dans tout ça. Mais au rez-de-chaussée, c'est ça, un espace de coworking. Et donc le but, c'est où ils organisent des événements, de l'interaction, et ils tentent de se connecter, de structurer leur écosystème qui, dans ce secteur-là, où la numérisation est un enjeu majeur, pour eux c'est critique de s'interconnecter, de se mettre en relation avec l'écosystème des innovateurs dans ce domaine. On peut prendre beaucoup d'Utopicus à Madrid, eux ils ont quand même un côté plus centré sur tout ce qui est créatif, créateur, plasticien aussi. Donc, eux, c'est un des plus gros espaces de coworking à Madrid. Ils ont presque repris tout un bloc dans la ville, donc tout un pâté de maison. Donc au fur et à mesure, ils ont grandi. Et eux, ils ont un côté plus artiste. Et là aussi, ils ont une grande cave au rez-de-chaussée, donc vraiment très grande. Enfin, pas au rez-de-chaussée, une cave au sous-sol où ils peuvent exposer, où ils peuvent mettre des ateliers, des choses comme ça. Donc, clairement, on va vraisemblablement voir de plus en plus à la fois des espaces généralistes, et tout dépend de la vie dont on a. À Namur, ça n'a pas de sens de faire quelque chose de spécialisé, c'est trop petit. Et à Saint-Brieuc, d'avoir un espace généraliste, ça fait tout son sens. Mais à Paris, à Marseille, à Berlin, là où la masse critique est beaucoup plus importante et les communautés spécialisées sont en taille quand même beaucoup plus importante, mais là alors ça commence à faire du sens de mettre les gens en commun. Il y a une autre question. Non, c'est bon? Ah, pardon. Oui, je vais faire rebondir une réflexion par rapport à ce que vous avez présenté là et l'intérêt que j'y trouve. Moi, c'est pour le monde associatif aussi. On a un monde associatif qui est important, même sur la ville de Saint-Brieuc. Et c'est vrai que par exemple, si on prend le sport, la culture, le social, de créer pour ces structures associatives un lieu comme celui-là où elles pourraient se retrouver, pour créer elles-mêmes ou des sites internet, parce qu'on n'est pas suffisamment, quand je dis nous, parce que je fais aussi partie du monde associatif, compétent en la matière, de pouvoir rencontrer des gens, effectivement, qui ont été expliqués, qui eux sont compétents en la matière, et qui vont nous aider à développer un site qui va être performant, et qui va surtout pouvoir être lu à un moment donné, parce que c'est l'intérêt. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pas tout d'avoir un site. Mais si le site il meurt, l'existence, ça ne sert à rien. Tout ça, c'est une démarche que souvent les associations ne peuvent pas faire elles-mêmes, une par une. Donc en essayant de faire des groupes d'échanges comme cela, je pense que ça peut être important dans aussi leur développement, dans la recherche, si vous parlez tout à l'heure d'activités sportives, je crois qu'il y en a une en Belgique, aussi lorsqu'il y a des événements programmés ou à programmer en collectivité, en mutualisant les moyens des uns et des autres, on a là, je pense, une réponse à beaucoup de questions posées par le monde associatif. Absolument.
déjà, comme vous le disiez, c'est des premières valeurs ajoutées ou de gains, il est économique, c'est-à-dire mutualiser les ressources. Donc, aussi en Belgique, il y a une quantité d'associations qui louent leur propre bureau. C'est souvent des frais importants, enfin un coût important dans le total des frais de l'association. Et mutualiser ces ressources, gérer de façon intelligente l'occupation dans le lieu de travail, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas besoin d'être présent tout le temps dans le bureau, et en même temps on a besoin de se rencontrer. Ça va dans une entreprise aussi. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui diminuent leur mètre carré. Par exemple, je cite un exemple, Belgacom, donc c'est France Télécom donc en Belgique, qui réduit le nombre de ses mètres carrés de postes de travail à 75% de total de ses employés. Donc ils ont diminué de 25% le nombre de places dédiées par rapport au total des employés. Pourquoi? Parce que dans le total des employés, il y a une grande partie qui sont sur la route, ce sont des vendeurs, ou bien des gens qui sont en consultance, ou des gens qui télétravaillent, etc. Donc quel est l'intérêt d'avoir encore 100% un poste par employé à partir du moment où au moins 25%, voire davantage de ces employés ne sont de toute façon pas là? Et donc on commence à avoir cette réflexion pour optimiser justement l'occupation du travail. Avec la différence que là, au lieu d'avoir une grande entité qui décide de réduire d'un cadre, on peut avoir des associations dont la somme des besoins peuvent être optimisés en utilisant des lieux de travail flexibles et des espaces de coworking, avec évidemment la couche supplémentaire. Donc ça c'est l'aspect économique, et puis au-dessus, forcément, on a tout cet enrichissement, cette cross-pollinisation qui enrichit chacun, qui permet d'être plus performant, d'être plus créatif, de donner plus de visibilité. Et donc on n'hésite pas aujourd'hui à mettre ça en avant par rapport à des entreprises ou des jeunes entreprises, pour dire voilà, donc en étant membre chez nous, vous allez gagner, vous allez faire un saut en termes de visibilité, en termes de degré de conscientisation de votre marché, en tout cas au niveau local. Si vous alliez louer une simple salle d'événement qui vous offre des murs, mais rien d'autre. Il est 20h03, on va conclure. Merci à tous de votre présence. Merci à nouveau à M. Huard, à M. Arnold également. Rendez-vous dans 30 ans, voir si la ville de Saint-Brieuc est organisée en coworking. Et dans cette attente, M. le maire vous remet deux petits présents pour vous remercier.